Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de notre série Connect Live consacrée à la riposte africaine face au Covid. Une émission en partenariat avec l'agence 35 degrés Nord et le soutien du groupe Bolloré. On le sait, la pandémie a touché la quasi-totalité des pays du monde et aujourd'hui encore, nous demeurons dans l'incertitude concernant aussi bien l'évolution de la pandémie elle-même que la sortie de crise sur le plan économique, tant d'un point de vue local qu'à l'échelle des échanges internationaux. Or, pour que la machine économique redémarre, la relance doit intervenir au plan national, continental, mais également mondial. Le besoin de concertation est crucial pour amorcer une véritable reprise de l'économie à l'échelle planétaire. Dans ce contexte, la Tribune Afrique, média économique qui couvre, comme vous le savez, l'actualité sur le continent, réunit aujourd'hui 4 invités que Philippe Perdry va vous présenter et que je remercie, pour échanger sur le futur des relations et des échanges économiques entre le continent africain et la France dans le contexte instauré par la pandémie. Notre objectif est d'apporter à chaque fois un double regard, aborder le sujet d'un point de vue macroéconomique, bien sûr, mais également partager le témoignage des chefs d'entreprise sur le terrain. Apporter aussi un regard croisé entre un entrepreneur français en Afrique et un entrepreneur africain en France. Je me souviens qu'en début de crise, et ça paraît loin maintenant, nous ne cessions de parler du monde d'après. Eh bien, nous y sommes au monde d'après, nous sommes au début de ce monde d'après, et c'est à nous de le construire en débattant, en échangeant et en imaginant un monde différent, plus partenarial, plus ouvert, un monde dans lequel chacun et chacune se reconstruit tous ensemble. Je laisse maintenant la parole à Philippe Perdry de l'agence 35 degrés Nord qui va présenter nos invités, puis Ristel Chounand, rédactrice en chef adjointe de la Tribune Afrique, animera le débat et je vous retrouverai pour un petit mot de conclusion. Philippe, c'est à toi. Merci Delphine. Avouons-le, il n'est pas forcément évident de monter une émission sur la relation entre la France et l'Afrique, un sujet parfois polémique. Alors notre parti pris aujourd'hui est très simple. Il faut seulement décrire cette relation tout en assumant l'histoire. Il faut également envisager objectivement les avantages pour la France et l'Afrique de cette relation et se débarrasser ainsi des avatars qu'on va appeler ainsi de la France-Afrique. Voilà ce rapide préambule. Alors pour aborder ce thème des relations économiques entre l'Afrique et la France confrontées d'une certaine manière à la crise du Covid-19, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 4 participants de premier plan et qui vont nous permettre d'aborder tous les aspects de cette relation. Nous avons le dirigeant d'une banque de développement, nous avons un économiste et nous avons 2 patrons du privé. Je commence par l'économiste, Kako Nubukpo. Kako, vous êtes togolais, agrégé d'économie, vous avez été ministre, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à Lomé. Vous avez publié plusieurs tribunes et accordé de nombreuses interviews ces dernières semaines pour appeler notamment à la transformation des économies africaines et à penser, voire même à repenser la relance. Rémi Rioux, vous êtes directeur général de l'Agence française de développement, l'AFD, depuis 2016, et président du groupement qui rassemble l'ensemble des banques bilatérales de développement. L'AFD, cela a été en 2018 un peu plus de 11 milliards d'euros d'engagement à travers le monde, dont 46% en Afrique. Donc, on le voit, l'Afrique est très clairement une priorité, la priorité de l'AFD. Et en avril, donc très récemment, vous avez lancé l'initiative Covid-19 Santé en commun, dotée de 150 millions d'euros de dons et 1 milliard d'euros en prêts. Ilyas Akbarali, vous êtes le PDG du premier groupe privé malgache, Cypromad, présent dans plusieurs secteurs, la finance, l'immobilier, l'énergie, les nouvelles technologies, l'industrie, le tourisme et l'aviation. Votre présence avec nous est vraiment très précieuse car vous êtes aussi et avant tout aussi un investisseur en France puisque vous avez racheté en 2018 Thomson Broadcast, spécialisé dans les transmissions radio, télé, notamment la TNT. Un marché est également très porteur en Afrique. Thomson a déployé des solutions dans 170 pays. Cypromad compte plus de 3000 collaborateurs. Philippe Labonne, vous êtes président de Bolloré Port et directeur général adjoint de Bolloré Transport et Logistique. Votre groupe est leader sur le continent dans le transport, le portuaire, la logistique, avec plus de 24 000 collaborateurs,
Vous êtes présent dans 47 pays du continent. Vous gérez notamment 17 concessions portuaires et 3 concessions ferroviaires. Votre groupe investit en moyenne entre 200 et 300 millions d'euros par an sur le continent pour un chiffre d'affaires qui dépasse 2,5 milliards d'euros. Messieurs Akbar Ali et Labonne, il va être très intéressant de vous entendre aujourd'hui échanger, parler du renforcement espéré du partenariat entre les secteurs privés français et africains. C'est en tout cas un discours qu'on entend beaucoup actuellement. Reste à savoir comment cela se décline dans les faits et vous êtes 2 témoins et 2 acteurs. Comme on peut le constater, donc, ce panel est prestigieux aujourd'hui, mais il a un défaut et on va l'admettre, on va le reconnaître devant vous. Il est à 100% masculin, nous le déplorons, mais il convient aussi quand même de rappeler que lors de nos 2 précédents webinaires, il avait maintenu l'équilibre. Cette fois, cela n'a pas été possible et très franchement, nous en sommes désolés. Ristel, je vous passe le relais pour la première partie de cette émission qui est donc consacrée à une sorte d'état des lieux de la crise du Covid en Afrique. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Merci chers panélistes d'avoir accepté notre invitation et merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Alors, la dynamique économique entre le continent africain et la France a-t-elle été freinée par la crise de Covid-19? Voilà notre thématique. Et pour l'aborder, nous l'aborderons en 3 séquences. La première étant consacrée à cet état des lieux dont parlait Philippe, et où il sera question de voir la situation en Afrique et en France, les conséquences économiques et sociales. Et pour en parler, je me tourne d'abord vers vous, Kako Nubukpo. Le monde entier traverse une crise économique sans précédent. Les analyses sont très alarmistes quant aux conséquences en Afrique. La Banque mondiale prévoit une première récession en 25 ans au sud du Sahara. Nous sommes à mi-chemin du mois de juin où la plupart des gouvernements africains s'attendaient à avoir passé le feu de la crise. À ce stade, comment analysez-vous la situation économique du continent? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci. Je voudrais dire 3 séries de choses. La nature des chocs, l'impact des chocs et puis les réponses africaines. Sur la nature des chocs, cette crise est spécifique parce qu'on a l'addition de 2 chocs, un choc d'offre et un choc de demande. Sur le choc d'offre, c'est la déstructuration des circuits logistiques, la baisse des coûts des matières premières. Sur le pétrole, on a vécu une véritable dégringolade. Et en termes de choc de demande, on voit bien qu'il y a une baisse des recettes touristiques, une baisse des revenus parce que beaucoup de gens étaient confinés, et puis une baisse des transferts des migrants en direction de l'Afrique. Et donc, l'addition de ces 2 chocs a engendré, et c'est le deuxième point de mon propos, des impacts différenciés. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 6 pays en Afrique qui font 65% du PIB. Et parmi ces 6 pays, il y en a 3 qui dépendent vraiment du pétrole, le Nigeria, l'Algérie et l'Angola. Et donc, vous avez 48 autres pays qui ne font que 35% du PIB, mais qui ne dépendent pas autant que ces 3 que je viens de citer du pétrole. Et donc, l'impact est différencié. Et d'ailleurs, les instituts de prévision ont un écart assez large. Le FMI prévoit 1,5% de baisse du PIB, la Banque mondiale entre 2 et 5% du PIB, mais on va jusqu'à 12% du PIB dans certaines estimations, c'est-à-dire une chute de 300 milliards de dollars. Et donc, c'est le 3e point que je voudrais aborder, la réponse africaine. À l'heure actuelle, on est autour de 5% du PIB. Ça me semble un peu faible. Le reste du monde est plutôt autour de 20%. Un pays comme la France, on voit bien qu'on est autour de 450 milliards d'euros. Et donc, je crois qu'il y a encore un petit effort à faire par rapport à la réponse africaine, mais la coopération internationale s'organise et s'organise plutôt bien. Et je crois que nous devrions franchir cette crise dans
dans une situation pas trop mauvaise. Vous parlez d'un petit effort à faire sur le plan, vous parlez de la mobilisation financière? Oui, c'est-à-dire sur le plan des marges de manœuvre. Vous savez, la dette a doublé en 10 ans en Afrique et avant même la crise du Covid, il y avait quelques interrogations sur la soutenabilité de la dette africaine. Et donc, on voit que cette crise va engendrer des dépenses additionnelles. Il va falloir être prudent pour que, justement, l'après-crise ne soit pas trop difficile. On parle de besoins financiers, on parle de prudence pour pouvoir faire face à la situation. Rémi Rioux, vous êtes à la tête donc de l'un des bailleurs de plusieurs pays africains. L'AFD consacre 80% de son budget au continent. Quelle lecture faites-vous à ce stade des conséquences économiques et sociales de la crise en Afrique après l'exposé de Kaku Nobukpo? Bien, bonjour à tous et merci beaucoup à 35 degrés Nord et à la Tribune Afrique pour cette invitation. Ravi de retrouver beaucoup d'amis dans ce débat. Moi, je dirais d'abord beaucoup de modestie dans mon propos. Je crois ce panel parce que on s'est déjà beaucoup trompé dans l'analyse de cette crise et elle se déploie et elle se déploie selon les régions du monde dans sa dimension sanitaire et dans sa dimension économique de façon différente. Et donc faisons très attention. Alors, on est entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, à bien décrypter ce que a commencé à faire Kako, la réalité africaine de façon spécifique et la réalité africaine je dirais, des différentes sous-régions aussi du continent qui sont frappées, qui répondent différemment à cette crise et beaucoup, je dirais, beaucoup d'attention aussi parce que non, c'est pas encore le jour d'après, je crois pas. On est encore dans le jour d'aujourd'hui, ici en France, mais particulièrement en Afrique et je dirais sur les deux plans, sur le plan sanitaire. À peine un peu plus de 2% des cas déclarés au niveau mondial, sans doute plus important, mais on sait bien que le pic est loin d'être atteint en Afrique. Et de même pour la dimension économique. Moi, je la regarde évidemment avec un œil, un regard, c'est pour ça que nous sommes là un peu différents de celui de Kako et des collègues du secteur privé. Effectivement, moi, je regarde la situation du point de vue d'une banque publique de développement, c'est-à-dire, bien sûr, attentif à la dimension macroéconomique. Et là aussi, vous savez, toutes les prévisions, le FMI rendra bientôt public, je crois, la semaine prochaine, son nouveau rapport semestriel sur les perspectives économiques. Il va réviser en se rapprochant, je crois, des prévisions de la Banque mondiale. Donc tout ça va converger vers une récession, la première depuis 25 ans. Le revenu par habitant en Afrique augmente continuellement depuis 25 ans. Là, on va être sur une récession et plus profonde que ce qu'on a dit au tout début de la crise. Donc à la fois sur le sanitaire et sur l'économique, soyons prudents. Moi, ce qui me préoccupe, et là je ne parle que d'économie, mais on pourrait parler d'indices de développement humain, d'objectifs de développement durable, sur lesquels, en particulier dans les régions d'Afrique qui sont dans une trappe à pauvreté, qui était très loin d'atteindre les objectifs, la situation peut également être très préoccupante. Moi, je voudrais surtout, les banques de développement, ça fait le lien entre le macro et le micro. Et ça amènera peut-être aux interventions de nos deux autres collègues. Bien sûr, il faut répondre par de la relance, par des liquidités apportées au niveau macroéconomique, mais attention, il faut bien sûr que ces liquidités arrivent ensuite dans les firmes, dans les entreprises, et c'est toute la difficulté, et c'est là qu'est aujourd'hui le choc, je crois, le plus brutal, le plus violent. On parle, Vera Songwe, la Commission économique pour l'Afrique parle de l'ordre de 20 millions d'emplois qui pourraient être perdus à court terme. Et nous, ici à l'AFD, via Proparco, notre filiale secteur privé, on est évidemment
extrêmement inquiets pour nos clients du secteur privé africain, du tourisme, du transport aérien, dans le secteur alimentaire, dans le secteur extractif. Tous ces secteurs sont frappés par ce choc externe et il faut absolument qu'on apporte une réponse. L'émergence d'un secteur privé africain est la très grande et très bonne nouvelle depuis 20 ans. Depuis le dernier épisode macroéconomique majeur d'annulation de la dette, ce qui s'est passé, c'est ça quand même, hein, c'est que des entreprises ont émergé, mais ce tissu, on le sait tous, est encore très fragile. Et donc, dans 6 mois, dans 1 an, que restera-t-il s'il n'y a pas une réponse proportionnée, précise, hein, qui permet de toucher dans l'informel comme dans le formel les structures, les entreprises qui créent l'emploi et qui, j'espère, créeront, investiront pour la reprise lorsque ces vagues, je ne sais pas, seront passées. Très bien, merci. Le micro. Merci Rémi. Donc avec Kako et Rémi, nous avons eu un portrait de la situation macroéconomique sur le continent. Le FMI et la Banque mondiale, en effet, annoncent une récession pour 2020. Alors vous, en tant qu'opérateur privé, en tant qu'acteur privé sur le continent, d'abord, comment vous avez réagi à la crise? Quelles ont été pour vous les premières conséquences sur vos activités depuis le mois de mars, j'allais dire? On souhaite notamment vous entendre sur ce que vous avez décidé pour à la fois maintenir l'activité, vos activités vitales pour l'approvisionnement des marchés intérieurs africains et puis bien sûr assurer la protection de vos collaborateurs. Et puis d'une façon plus générale, vous, quelle est l'évaluation que vous faites à moyen terme de l'impact économique de cette crise Covid sur le continent? Plusieurs questions en une, vous avez compris. Merci. En fait, on a réagi très tôt à la crise parce que nous sommes présents, le groupe Bolloré est présent dans 110 pays et on a une partie importante de nos agences qui se situent en Asie et notamment en Chine. Donc, on a rapidement mesuré le danger de cette crise. Et d'autre part, on a malheureusement aussi, j'allais dire, l'expérience de ces crises puisqu'on est présent dans des pays qui ont dû réagir à la crise d'Ebola. Donc, nous, dès le 29 janvier, on a envoyé un message d'alerte à nos équipes en leur demandant de mettre en œuvre leur plan de continuité d'activité, ce qu'on appelle dans notre jargon les PCA, et de les adapter à ce risque sanitaire émergent. Ensuite, ce qu'on a noté, et ce qui est important pour nous et qui est bien dans le thème, en fait, c'est que les autorités des pays africains où nous exerçons notre activité ont réagi très vite et ont pris des mesures d'endiguement de l'épidémie avec divers suivant les pays. Certains ont été, comme en France, au confinement, mais globalement, il y a eu des limitations de circulation et elles se sont rapidement rapprochées de nous dans les cas où nous gérons des délégations de services publics, en particulier dans les secteurs portuaires et ferroviaires. Et donc, elles nous ont sollicité pour adapter nos plans de continuité d'activité aux dispositifs qu'elles mettaient en place, de manière à nous permettre de poursuivre nos activités sur l'ensemble du périmètre. Ainsi, globalement, si je regarde sur les ports, on a continué à poursuivre notre activité. On a bien entendu équipé l'ensemble de nos salariés de matériel de protection, notamment des masques, mais aussi du gel. On a également relocalisé une partie de nos personnels avec l'assistance des autorités quand c'était possible. Notamment, on a hébergé une partie de nos effectifs près des ports. On a assuré, là aussi, avec le soutien des autorités, le transport de nos personnels. Et bien entendu, comme dans le reste du monde, on a mis une partie de nos effectifs au télétravail. Sur l'ensemble de l'Afrique, 3 000 collaborateurs sur nos 24 000 et les 12 000 qui peuvent travailler sur du matériel informatique. Donc, on travaillait via le télétravail. Ainsi, globalement, si je regarde par l'ensemble de nos secteurs d'activité, les ports ont poursuivi leur activité, comme je l'expliquais normalement.
Les corridors routiers ont continué de fonctionner sur l'ensemble du continent, car si les frontières ont été fermées aux passagers, les marchandises ont continué d'être transportées avec des dispositifs variant d'un pays à l'autre. Parfois, il faut changer de chauffeur. Et ce qui est remarquable, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que l'activité qui a, j'allais dire, le mieux fonctionné, ou du moins qui a une dynamique positive pendant cette crise, c'était le rail. Et en fait, Citarail, qui est notre chemin de fer entre Abidjan et la Côte d'Ivoire, a fait un record de transport de conteneurs entre le port d'Abidjan et Ouagadougou au mois d'avril. Le point le plus difficile, ça a été le trafic aérien, parce que les aéroports ont été fermés donc aux lignes régulières, et nous avons dû mettre en place des services spéciaux qui s'appellent des services de charter, notamment pour notre part sur l'Afrique de l'Ouest, qui permettaient de desservir 3 à 4 fois par semaine l'Afrique de l'Ouest afin de l'alimenter en masques et autres matériels sanitaires. Philippe, je vous demanderais de raccourcir un peu la réponse, si vous ne vous inquiétez pas, j'y viens. Je parlais de la dynamique de nos activités. Et en fait, je crois que notre économiste a bien présenté les différents chocs. Ce qu'il faut noter, en fait, c'est qu'à fin mars, nous étions en avance par rapport à l'année dernière, que le choc de l'offre qui venait de la Chine a été atténué du fait qu'il était concomitant avec le Nouvel An chinois. D'habitude, les autres années, la Chine ferme pendant 1 mois, 15 jours ses usines, et cette année, elles ont été fermées 1 mois. Donc, ce qui fait que l'activité, le choc de l'offre a affecté les trafics au mois d'avril. On a noté une légère reprise au mois de mai, malgré un choc de la demande chinoise, c'est-à-dire que les Chinois ont importé moins de soft commodities, notamment du coton. Et là, on note au mois de juin la poursuite d'une reprise de l'activité. Voilà ce que je peux dire sur l'activité. Quant aux prévisions au second semestre, je me fierai plutôt à nos deux amis économistes. Merci beaucoup. Nous avons donc un tableau assez pas autant mitigé qu'on l'imaginerait si on n'est pas dans le secteur de la logistique. Vous, Monsieur Ilyas Akbar Ali, comment avez-vous vos entreprises ont-elles vécu cette période de turbulence? Vous êtes à la fois investisseur à Madagascar, en Afrique et en France. Comment vos entreprises ont-elles vécu cette période sur ces 3 terrains? Bonsoir tout le monde. Merci en tout cas de m'avoir invité pour donner mon avis sur cette crise. Bonsoir Monsieur Rio, on s'était rencontrés à l'île de la Réunion, je crois, il n'y a pas longtemps. En tout cas, je suis très heureux de vous revoir. Alors tout d'abord, je vais commencer par un sujet peut-être qui peut des fois gêner. On s'est rendu compte qu'en 3 mois, l'économie mondiale a été complètement bouleversée. Les entreprises se retrouvent dans des difficultés incroyables, licenciements, chômage technique, problèmes de trésorerie. Alors, je me pose la question, je me dis, nous qui pensions des fois que nous sommes très très puissants, nous sommes très forts, je crois que nous devrions vraiment réfléchir à notre comportement, à l'humilité, je pense, dans la vie, à la solidarité, parce que c'est une question dont je me pose souvent, et je me dis, il faut y réfléchir. Et on en parle beaucoup au sein de mes collaborateurs, et d'ailleurs, on a réagi dans ce sens-là. Alors, au niveau de Madagascar, d'abord, c'est vrai que les exportations ont été bloquées, la vanille n'est plus exportée, les sociétés minières sont actuellement arrêtées, le tourisme, aujourd'hui, totalement stoppé. Vous pouvez imaginer les conséquences sur la monnaie, sur notre monnaie. Alors, donc, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des conséquences économiques, une conséquence sociale et organisationnelle. Alors, quelles sont les décisions que nous avons prises? Alors, je parlerai beaucoup plus de l'humain. Donc, nous sommes tout de suite réunis et nous avons d'abord concentré notre effort sur comment protéger nos collaborateurs. Donc, sachez que nous n'avons pas mis une personne en chômage technique, que ce soit à Madagascar, que ce soit en France. Nous n'avons pas mis une personne, nous n'avons pas licencié une personne. Nous avons tout de suite
créé un fonds de solidarité. Pourquoi? Puisque par rapport à la situation de crise, nous avons tout de suite constaté que nos collaborateurs se retrouvaient dans une situation économique, financière difficile. Alors, le fonds de solidarité que nous avons créé, nous avons donc créé un fonds de solidarité qui a donné plus 70% de salaire à nos collaborateurs. Et ce qui a et que nous payons toutes les semaines. D'ailleurs, qui aujourd'hui, la dernière tranche de ce fonds de solidarité sera payée à la fin du mois de juin, sachant que la crise n'est pas arrêtée, bien sûr. Donc, c'est une des actions que nous avons réalisées. La troisième, c'est nous avons tout de suite, par le biais de notre fondation, la fondation Akbar Ali, mise en place auprès de nos collaborateurs une séance de sensibilisation pour les protéger, port de masque, gel. Et en même temps, ce que nous avons fait, notre fondation, nous avons 3 centres à Madagascar de lutte contre le cancer. Nous recevons entre 20 à 25 000 femmes par an. Et nous avons décidé, avant le Covid-19, d'ouvrir un centre à Tananarive et à Madagascar. Et bien, tout de suite, nous avons changé de stratégie. Nous avons transformé ce centre pour soigner les gens qui sont touchés par le Covid-19. Nous avons tout de suite importé des équipements qui sont arrivés, qui sont installés. Nous avons de suite recruté des réanimateurs, des infirmiers, des docteurs et qui sont déjà dans le centre. D'ailleurs, le centre va être inauguré le 22 juin. En même temps, nous avons aussi en France travaillé sur un contrat, une collaboration avec les grands hôpitaux de Paris. D'accord, d'accord. Pour votre action en France, on va aborder ça au cours de la deuxième séquence. Voilà, qui nous a témoignage nous intéresse. Donc, sur ce, nous allons aborder rapidement la deuxième partie de notre émission où nous allons effectivement nous inscrire dans la prospective pour aborder les réponses et solutions. Et j'allais justement commencer avec le secteur privé pour voir quelles ont été les réponses des entreprises françaises en Afrique avec vous, Philippe Labonne. Bolloré Transport et Logistique en Afrique, on l'a dit tout à l'heure, c'est 47 marchés, 24 000 collaborateurs, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 200 à 300 investissements. Quels sont vos axes de travail et vos priorités pour répondre au mieux à ce choc? Bon, on a vu tout à l'heure que Bolloré n'était pas autant touché que certains autres groupes dans ce que vous avez expliqué, mais comment vous avez répondu aux risques encourus pendant cette pandémie? Merci. Moi, j'ai déjà été très impressionné par la réaction de M. Akbar Ali qui s'est immédiatement concentré sur ses équipes et sur ses collaborateurs. Et je trouve ça très impressionnant. Et ça fait la transition en fait avec nos priorités, parce que dans cette crise, dont on mesure encore mal l'ampleur, la priorité pour un groupe comme le nôtre, c'est de maintenir l'écosystème avec lequel il travaille. Ça démarre bien entendu par la préservation de l'emploi, d'autant plus que je comprends bien ce qu'a fait M. Akbar Ali, parce qu'en fait, dans les pays africains, il n'y a pas d'amortisseur social. Donc, la première priorité, c'est de voir avec nos équipes de mettre en place des solutions permettant de conserver l'emploi, ce qu'on a fait jusqu'à présent sur l'ensemble du périmètre. La deuxième priorité, donc, c'est de répartir la charge d'activité parmi nos sous-traitants. Il y aura une certaine baisse d'activité, il pourra y en avoir, et il est important en fait de supporter nos sous-traitants. Globalement, on pense que le groupe Bolloré génère 1 million d'emplois directs, indirects ou générés. Donc, il est important pour nous de soutenir cet écosystème qui nous permettra de redémarrer quand l'activité sera là. Et enfin, l'autre priorité, c'est le RSE. En fait, dans des situations comme les nôtres et dans des environnements tels que l'Afrique où on voit bien qu'il y a un risque de paupérisation, en fait, nous aussi, nous avons été guidés par les actions de solidarité et on a injecté plus de 5 millions d'euros, soit sous forme de dons en nature en matériel de santé, soit sous forme de soutien financier et également
de réduction tarifaire sur les prestations qui concernaient des produits de première nécessité. Ensuite, la deuxième priorité, mais dont j'ai déjà parlé, c'est l'accélération de la digitalisation. En fait, on voit bien que cette tendance qui était là, elle s'est accélérée. On a fait travailler plus de 3000 collaborateurs. On peut en faire travailler désormais plus de 12 000. Et on a accéléré le déploiement de nos solutions de e-payment. Donc ça, c'est la deuxième, j'allais dire, la deuxième conséquence et la deuxième priorité. Et en fait, je dirais que plus globalement, la crise, elle a accentué les défis du continent auxquels nous devons faire face, auxquels M. Akbar Ali, moi, devons faire face. Pour nous, c'est la congestion. On voit que certains ports qui connaissaient la congestion, en particulier les Gosses, se sont retrouvés avec une congestion phénoménale de 40 jours. Et donc, il est important, mais ça dépasse le rôle d'un opérateur privé, ça concerne plus les institutions de développement et les États, mais de mettre en place des solutions de transport urbain. Ça me semble critique pour le développement des économies africaines et la relance de l'activité. Et ensuite, c'est le besoin d'intégration régionale. On voit bien, en fait, la crise a fait clairement apparaître le besoin et la nécessité de localiser des unités de production en Afrique. Et pour localiser des unités de production en Afrique, il faut que l'Afrique ait des marchés de taille critique attractifs. Donc, il est important qu'on soit tous mobilisés pour l'émergence de ces marchés. Et en ce qui nous concerne, nous, on va continuer donc à mettre en œuvre dans cette perspective qu'on sent imminente la poursuite de nos hubs régionaux de manière à être au service du développement des échanges interafricains. Très bien, merci. Ilyas Akbar Ali, nous voulons vous écouter brièvement sur votre expérience d'acteur économique africain en France. Donc, quelle a été votre stratégie pour atténuer les chocs sur vos activités en France? Très bien. Donc, merci. En tout cas, ce que nous avons fait, d'abord, nous avons été très, très actifs. La visioconférence nous a beaucoup, beaucoup aidé. Nous avons continué à suivre nos clients, à avoir les contacts avec nos clients. Nous avons suivi dans certains pays des appels d'offres qui ont été lancés sur la télévision digitale. Et d'ailleurs, nous avons participé, déposé les dossiers. Nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous avons une politique très proactive, même si Thomson, les bureaux de Thomson étaient fermés. En même temps, nous avons avancé un peu plus loin. Nous avons puisque Thomson France a déjà investi aux États-Unis, nous avons travaillé avec les maires de certains États aux États-Unis et des gouverneurs pour décider où allons-nous implanter notre future usine Thomson aux États-Unis. Et d'ailleurs, pendant ce confinement, nous avons décidé, notre usine de Thomson sera en Floride. Donc, les actions ont continué. Et si vous voulez bien, puisque je voulais vous en parler, en France, donc, nous avons aussi nous avons commencé à discuter avec les grands hôpitaux de Paris pour travailler entre la Fondation Akbar Ali Thomson et les grands hôpitaux de Paris sur un projet de lutte contre le cancer. Donc voilà des actions que nous avons faites et des actions qui ont été extrêmement intéressantes et surtout très positives. Voilà. En deux mots, quel rôle devraient jouer les grands groupes panafricains comme le vôtre dans la relance économique du continent qui court vers son développement, ses objectifs de développement, j'allais dire? Alors, en deux mots, ça va être un peu compliqué, mais je vais aller très, très vite. Alors, je pense qu'il y a un secteur qui est très important aujourd'hui. Nous avons constaté pendant cette crise, des pays comme le Pakistan, comme l'Inde, n'exportaient plus le riz pour nourrir sa population. Nous, les Africains, nous sommes trouvés dans des difficultés à cette situation. Donc, première réaction, comment nous pouvons maintenant nourrir notre population et comment nous pouvons protéger notre population? Et le secteur qui est extrêmement important pour nous, c'est l'agriculture. Je dis agriculture, agriculture et agriculture. Cela nous permettra de devenir autonomes. Et c'est les grands groupes africains qui pourraient créer vraiment ces modèles, création d'emplois, création de richesses. Et d'ailleurs, notre groupe aujourd'hui, nous sommes en plein investissement sur un énorme projet agricole et avicole que nous avons commencé à étudier dès le début du confinement. Nous n'avons pas perdu de temps. Et donc, actuellement, sachez que dans les 90 jours, nous allons boucler ce projet. C'est un projet qui va dépasser 100 millions de dollars et dans lequel nous allons intégrer la culture de maïs, la culture de soja
parce que la culture de soja et la culture de maïs, si nous arrivons à maîtriser les prix, cela nous permettra de diminuer le prix du kilo du poulet. Ce qui permettra à notre population, à la population malgache, d'avoir accès au poulet. Donc voilà des mesures que nous avons prises. C'est une intégration, c'est l'agrobusiness et une création. Nous allons créer, pour votre information, autour de 10 000 emplois dès que ce projet sera opérationnel. Voilà, j'espère que j'ai été assez concis et j'espère que j'ai respecté mon temps. Très bien, merci. Je passe à vous, Rémi Rioux. L'AFD a annoncé, on l'a dit tout à l'heure, en avril, l'initiative Covid-19 Santé en commun. Quelles sont les priorités et les objectifs de ce programme, d'une part, et quels sont les bons leviers de financement pour permettre aux économies africaines de rebondir le plus vite possible, selon vous? Alors, comme les collègues, hein, bien sûr, un petit coup de chapeau aux équipes qui sont restées sur le terrain et nos cadres locaux, non sans inquiétude, hein, évidemment. Et donc, je tenais à les remercier parce que on est très actifs, hein, comme souvent dans les crises. C'est notre rôle, hein, d'être contracyclique, comme on dit dans le jargon des économies. C'est quand ça va mal que les agences de développement, évidemment, doivent être les plus dynamiques, les plus attentives. On le voit, l'AFD, c'est 14 milliards d'euros par an de financement, pas seulement en Afrique, hein, mais c'est la moitié seulement. On pense qu'on peut atteindre ce niveau malgré la crise encore cette année en 2020. Et on voit sur les décaissements, c'est-à-dire vraiment ce qui a de l'impact pour la situation de nos clients, on est très en avance cette année, hein. C'est pas que notre mérite, c'est aussi simplement que la situation l'exige. Et les équipes ont pensé une réponse en 3 temps. Le premier temps, vous l'avez mentionné, c'est bien sûr contribuer à la réponse d'un point de vue sanitaire. Donc, c'est cette initiative santé en main d'1,2 milliard, effectivement, au plus près du terrain, très attentive à l'innovation, très coordonnée. C'est ce que je vous disais dans ma première intervention, il faut maintenant répondre à la crise économique et à la situation des entreprises. Donc là, on va activer autant que possible les instruments d'une initiative qu'on avait lancée à Dakar et à Nairobi qui s'appelle Choose Africa via Proparco. Et puis après, c'est une seule et même crise, hein. La crise est multidimensionnelle. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le sanitaire, pas tout mettre sur l'économique parce qu'il faut traiter aussi les causes plus profondes, y compris des causes environnementales. Biodiversité, on en a beaucoup parlé, hein, à l'origine de la crise. Climat qui n'ont pas disparu, hein, malgré l'urgence. Et là, à nouveau, je crois que les banques publiques de développement ont un rôle très particulier. Il y en a beaucoup en Afrique, hein, il y en a 80 en Afrique, je crois, qui sont toutes partenaires, hein, de l'AFD, parce que l'AFD toute seule, ça sert pas, ça suffit pas, évidemment. Tout à fait. Il faut qu'on le fasse de façon très, très coordonnée avec les autres acteurs internationaux et surtout les banques nationales, nos autres collègues, qu'on réunira d'ailleurs en novembre à Paris, hein. On va faire un grand sommet des banques publiques de développement. Il y en a 450 dans le monde. Et c'est comme ça, je crois, qu'on sera à la hauteur des attentes des dirigeants africains qui ont une réaction, je crois, très, très unie, très forte, très en mode vraiment toute Afrique, qui ont mis des envoyés spéciaux, là, nos amis Tidjane Ngozi. Enfin, il faut qu'on soit à la hauteur de ces attentes, bien sûr, mais aussi de la qualité de ce qui se prépare aujourd'hui en Afrique. Très bien, merci. Kako Nobokpo, plusieurs pays ont obtenu un moratoire sur leurs dettes et les flux financiers s'intensifient. La Banque africaine de développement, la Banque africaine d'import-export, tout comme les institutions financières internationales cassent leur tirelire. Ces fonds débloqués permettront-ils vraiment de faire face aux défis exacerbés par cette crise, selon vous? Oui, il faut distinguer le court terme du moyen terme. À court terme, c'est important, on le disait tout à l'heure, d'apporter une réponse budgétaire conséquente. Et par rapport à cela, le moratoire sur la dette est bienvenu.
que cette crise nous ampute d'un tiers de nos recettes d'exportation, ce n'est pas rien. Sur le plan monétaire, on voit bien l'importance du crédit. Et par rapport à cela, les banques centrales ont essayé d'être à la hauteur. Après, il y a le moyen terme. Et M. Akbarali en parlait tout à l'heure, c'est comment donner à l'Afrique les moyens de sa résilience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les chaînes de valeur mondiales soient des chaînes de dépendance pour l'Afrique. Et c'est pour ça que moi, je crois vraiment au circuit court. On a vu avec le confinement que la petite agriculture périurbaine autour du maraîchage s'est montrée très, très utile. Et puis, quelque chose qui peut sembler être un marronnier, mais qui me semble très important, c'est la transformation structurelle des économies africaines. Comment faire pour que nos emplois ne migrent pas directement du primaire vers le tertiaire? C'est-à-dire comment structurer le secondaire pour que nous puissions répondre justement aux défis de moyen terme. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut une réponse coordonnée. À court terme, utiliser les leviers dont nous disposons et à moyen terme, s'inscrire dans une transformation structurelle sobre en carbone. Très bien, merci. Philippe, on prend peut-être une question des internautes. Oui, j'ai une question d'internaute qui est très intéressante et qui va nous permettre de rebondir un peu sur l'organisation des plans de relance post-Covid. Pialise, quels sont les bons leviers de financement pour permettre aux économies africaines de rebondir? Avec peut-être un ajout, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que les financements qui sont actuellement déployés sur le continent irriguent l'économie réelle, la microéconomie, les TPE, les PME, le secteur privé au sens large, pour préserver des emplois et en fait éviter une hausse de la pauvreté, car c'est vraiment ça l'enjeu actuellement pour l'Afrique, c'est que la crise du Covid ne génère pas une hausse de la pauvreté. Récemment, nous avons rendu public un sondage avec Opinionway et Deloitte, et très clairement, l'inquiétude des populations africaines repose essentiellement sur leurs conséquences pour elles-mêmes en termes de pauvreté, en termes de crise alimentaire. Donc, on voit bien l'importance et l'urgence que ces financements qui arrivent, que ce soit par du moratoire de dette ou de l'aide budgétaire, finissent par irriguer l'économie réelle. Donc, cette question, elle s'adresse d'abord, je pense, à Kako et Rémi. Si vous pouvez répondre très brièvement, ça va être très compliqué, mais je vous le demande poliment. Et ensuite, les deux acteurs du privé, on va les entendre. Qu'est-ce qu'ils demandent en fait aux bailleurs publics pour que cet argent qui arrive en Afrique vienne dans la microéconomie? Rémi? Kako, à vous, Kako. Oui, c'est relativement simple. Il faut qu'on continue de travailler sur la fluidité des canaux de transmission. On en identifie 4. Le premier, c'est vraiment la mobilisation de l'épargne intérieure, puisque cette crise crée quand même une sorte d'encaisse de précaution qui peuvent se révéler très importantes, ces encaisses. Ensuite, il y a les taux d'intérêt qui doivent rester assez bas pour que les banques puissent jouer leur rôle d'intermédiation. Et enfin, il y a un secteur qui me paraît important, la microfinance. On a vu que c'est un canal qui peut permettre d'atteindre les plus pauvres, en plus des transferts monétaires massifs qui ont été réalisés. Et donc, je crois que là, c'est vraiment des réponses d'urgence, mais qui peuvent permettre de construire, comme vous l'avez dit, une relation entre le secteur monétaire et financier et le secteur réel beaucoup plus fluide et plus importante. Merci, Kako. Rémi, quels sont les bons couloirs pour passer de la macro à la microéconomie? En fait, c'est ça la question. Ah, Rémi, nous avons un problème de micro du côté de Rémi Rioux. Rémi? Ah, nous avons… Rémi nous rejoindra. Philippe et Iliad, pardon, qu'est-ce que vous demandez finalement à vos gouvernements et aux bailleurs publics pour que cet argent disponible vienne vraiment dans l'économie réelle? En fait, si je me permets, je vais répondre tout de suite.
si vous le permettez. Tout d'abord, j'ai un peu répondu dans la question précédente, c'est soutenir les écosystèmes. Et plus généralement, donc bien entendu, les écosystèmes liés de création de valeur liés au transport, mais plus généralement, financer les PME innovantes qui ont des projets structurants dans le cadre de chaînes de valeur. Pour notre part, bien entendu, c'est les transports, les transporteurs, mais ça peut aussi être tous les métiers liés au last mile. Donc, je pense qu'il serait important qu'il y ait un guichet destiné à ces PME. Et l'autre point, j'ai aussi abordé le sujet pour moi, et ça rejoint d'ailleurs les besoins de M. Akbar Ali, parce que si on crée un grand projet d'intégration de la chaîne alimentaire, il faut à la fois acheminer ces produits, les distribuer, et je pense qu'il serait important qu'une partie de cet appui financier vienne directement en appui budgétaire de projets d'infrastructures structurants, et je pense que le chemin de fer a un rôle clé à jouer dans la relance de l'activité, à la fois pour soutenir des projets sectoriels, industriels, agroalimentaires, mais aussi pour créer toute la redistribution logistique autour des plateformes d'éclatement. Rémi nous a rejoint, donc je repose ma question. Rémi, la question est finalement assez simple. Selon vous, quels sont les bons couloirs pour passer de la macro à la microéconomie? Apparemment, il y a un problème technique du côté… Désolé Rémi. Donc je me retourne vers M. Akbar Ali avec la même question qu'à Philippe Labonne. Quelles sont vos revendications? Ça sera un peu exagéré, mais quelles sont vos demandes, vos suggestions au gouvernement africain et aux bailleurs publics pour que ces financements disponibles profitent à l'économie réelle? D'accord. En tout cas, il y a deux sujets. Je pense qu'il faut différencier. Il y a les PME et les grandes entreprises. Hier, à Madagascar, il y a eu une réunion entre le secteur privé et le gouvernement avec le président de la République. Nous avons constaté que le gouvernement actuellement est en train de mettre à disposition de toutes les PME un certain chiffre d'affaires, un montant important pour les relancer afin qu'elles puissent tenir et qu'elles ne soient pas en difficulté de trésorerie. Voilà une action concrète de l'État. Une deuxième action de l'État, ce sont les grands chantiers. Les grands chantiers qui vont créer de l'emploi, qui vont embaucher et pour en fait lutter contre la pauvreté. Je pense que ce sont deux bonnes actions très positives et que moi personnellement je salue notre gouvernement en fait parrainé par le président de la République. Maintenant, en ce qui concerne les grandes entreprises, je pense que nous, les grandes entreprises, nous ne pouvons pas être anesthésiés. Nous avons des moyens, nous avons de la trésorerie, nous devons être extrêmement actifs pour les investissements. Et pour cela, bien sûr, il faut des projets, et des projets en Afrique, il y en a, des beaux projets. Comme je vous ai dit, dans l'agriculture, il y a beaucoup à faire, mais en même temps, il faudrait que les bailleurs de fonds qui sont impliqués dans le financement de ces projets revoient la cadence de déblocage. Des fois, parce qu'aujourd'hui, le temps est très important. On ne peut pas perdre du temps à attendre. À partir du mois d'août, septembre, je pense que la situation deviendra quand même assez compliquée. Et c'est là où je pense que si les bailleurs de fonds, bien sûr, il y a des procédures. Il y a l'AFD qui est là. L'AFD finance beaucoup d'opérations. Il y a plusieurs banques commerciales. Il faudrait que les procédures soient rapides. Bien sûr, les taux doivent être négociés pendant une durée limitée afin de tout de suite démarrer, investir et commencer à embaucher et pour faire face à cette crise qui va être quand même une crise assez difficile. Mais je pense que nous avons le moyen, si nous avons la volonté, si nous avons l'action et si nous avons l'accompagnement des institutions financières, tout peut se régler. Donc, restons positifs, restons proactifs et avançons. Merci, Monsieur Akbar Ali. Je crois que malheureusement, il y a un problème technique du côté de chez Rémi Rioux qui a dû se déconnecter. Espérons qu'il puisse se reconnecter et nous rejoindre, car le sujet qui vient devrait l'intéresser. C'est la relation Afrique-France à l'aune du Covid et du post-Covid. C'est une relation qui est parfois sujet à polémique, mais essayons d'aborder ce sujet d'une façon totalement sereine et apaisée et d'identifier les avantages, en fait, les avantages à la fois comparatifs et partagés pour la France et pour l'Afrique, de densifier cette relation, de densifier ce partenariat. Commençons par vous, Kako.
récemment, il y a un sujet qui vous a quand même beaucoup intéressé par le passé, qui a connu une sorte de rebondissement avec la réforme engagée du franc CFA. Selon vous, est-ce que cette nouvelle structuration monétaire est de nature à relancer la relation Afrique-France et notamment la relation économique avec cette notion de partenariat et de meilleur équilibre monétaire selon ce que vous aviez demandé déjà à l'époque? Oui, il y a trois choses qu'il faut avoir en tête. Il y a ce qui se joue à l'heure actuelle, c'est-à-dire le renouveau du contrat social monétaire qui passe par la levée des symboles historiques et politiques qui posent problème. Et je crois que la réponse qui a été apportée au mois de décembre dernier autour du changement du nom renvoie plutôt à la réponse vis-à-vis des symboles politiques. Mais il y a deux éléments qui me semblent fondamentaux sur le plan économique. C'est d'une part le financement du marché intérieur africain, ouest-africain en particulier, puisque là on parle de l'éco, et la question de la compétitivité prix à l'export de ces économies. Donc, la réforme pour l'heure ne touche pas les deux aspects économiques. On voit qu'on a encore des taux d'intérêt trop élevés par rapport à nos PME, par rapport à nos TPE. Et donc, moi, je plaide pour un financement massif des économies ouest-africaines et, en dernier lieu, pour une compétitivité accrue à l'export. Et donc, pour être bref, il me semble que ce qui se joue à l'heure actuelle, c'est un test de sincérité de la part de la France par rapport à son discours d'un renouveau du pacte franco-africain et un test de crédibilité de la part des dirigeants africains par rapport à leur capacité à mener un schéma de transition monétaire. Après, il faut dire quelque chose d'important, c'est que vous avez un arbitrage à faire entre ce qu'on appelle la transition politique et la transition matérielle. La transition politique voudrait qu'on aille très vite parce que le coût politique de l'immobilisme me semble être prohibitif. Donc, il faut mener la réforme très vite, mais autour des 15 États de la CEDEAO, pas seulement les anciens de la zone franc, et puis la transition matérielle qui plaiderait plutôt pour prendre du temps parce qu'il faut sortir les anciens billets du circuit, émettre de nouveaux billets, s'assurer qu'il n'y ait pas de faux monnayeurs et ça crée une sorte de confiance et la confiance, ça vient avec le temps. Donc, je crois qu'on est vraiment dans un cycle qui nécessite d'arbitrer entre la crédibilité politique, la transition politique et la crédibilité matérielle, la transition matérielle. Mais je crois que la crise nous apprend qu'on ne peut plus se satisfaire de la seule recherche de la stabilité des prix. L'enjeu, c'est la stabilisation macroéconomique, donc la création d'emplois, la création de revenus. Et on voit bien que toutes les banques centrales du monde sont devenues ultra-keynésiennes, que le monétarisme, qui est finalement au cœur de la construction monétaire de la zone franc, a du plomb dans l'aile. Merci Kako. J'espère que Rémi a pu nous rejoindre. Non, apparemment Rémi, vraiment. Rémi, vous nous entendez? Non, Rémi ne nous entend pas. Donc je m'adresse à présent donc à Monsieur Akbar Ali. Comment voyez-vous la relation Afrique-France, la relation économique, le partenariat économique Afrique-France, en sachant que vous êtes peut-être le mieux placé pour en parler, puisque vous êtes un opérateur économique africain et vous venez d'investir en France. Donc, vous inversez le propos. Tout à fait. En tout cas, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et j'y suis très attaché à ce sujet de la coopération entre la France et l'Afrique. Parlons de la France. La France est un très grand pays, 5e, 6e puissance mondiale. L'Afrique est un grand continent. Les Africains parlent français. De nombreux Africains vivent en France. De nombreuses entreprises françaises comme les nôtres investissent
en Afrique. Les choses marchent bien. Bien sûr, des fois, il y a des malentendus. En général, quand on regarde, je prends le cas du groupe Bolloré, c'est un groupe qui a investi beaucoup en Afrique, dans le domaine de tout ce qui est transport, logistique, dans la voie ferrée, etc. Donc, de mon côté, la coopération France-Afrique est une coopération qui est tout à fait naturelle. Elle ne devrait poser aucun problème. Nous avons les côtes, nous nous comprenons bien, nous avançons bien, et je pense que de part et d'autre, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Aujourd'hui, ce qui se dit, comment les choses se font, comment les choses se disent pendant les déplacements présidentiels, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font de part et d'autre. Donc, et après, sur le plan industriel, je prends sur le plan de l'agriculture. Nous, aujourd'hui, dans notre investissement, nous avons constaté les agriculteurs français sont très, très forts. Ils ont une très bonne compréhension de leur métier, de leur expertise, leur ingéniosité. Il y a de très beaux équipements existants en France, fabriqués en France. Eh bien, nous-mêmes, je peux vous dire que nous avons, dans notre investissement, ce sont des équipements français que nous avons choisis, avec des équipes techniques françaises, et ça se passe très bien. On gagne du temps, on va très vite. Et après, par rapport à l'Agence française de développement, malheureusement, M. Rioux n'est plus actuellement avec nous, mais l'AFD, l'Agence française de développement, finance de grosses opérations. Il y a d'autres institutions françaises qui financent aussi de très, très, très belles opérations. Alors, maintenant, à cela, il faut intégrer effectivement la partie, je dirais, la diplomatie économique. Donc, de mon côté, de ce côté-là, moi, je ne vois aucun problème. Je suis vraiment un défenseur de cette coopération France-Afrique parce que je la vis, je la vis et je vois les avantages et que des avantages positifs. Je prends maintenant un autre secteur, la télévision digitale avec Thomson. Eh bien, sachez que quand vous venez avec Thomson dans n'importe quel pays du monde, puisque nous avons nos équipements dans 220 pays, quand nous allons en Afrique, nous sommes extrêmement bien accueillis. Nous avons eu de très gros contrats et la migration de la télévision analogue à la télévision digitale se passe très bien. En plus, je peux vous dire que nous sommes très, très bien soutenus par le gouvernement, par la France, et ce qui donne beaucoup de facilité aux États africains pour mettre en place, pour faire une synergie dans la coopération, dans la mise en place de la télévision digitale. D'ailleurs, pour concrétiser, pour vous démontrer que nous sommes si optimistes, nous voulons en 2023 devenir le numéro 1 de la télévision digitale dans le monde. Et donc voilà des exemples français qui sont très positifs et qui marchent très bien et qui sont un succès en Afrique. Alors, Ilyas Akbarali est très optimiste et très ambitieux dans sa vision de l'avenir. Philippe Labonne, quelle piste préconisez-vous pour renforcer le partenariat entre secteur privé africain et secteur privé français? Je dirais d'abord que je trouve que mes collègues français, ils se sont également très bien comportés pendant la crise et je note que les entreprises françaises ont contribué de manière systématique au soutien des populations. Pour ma part, en fait, on a nos entreprises africaines, elles sont gérées par des Africains aujourd'hui. Et je pense qu'on va continuer de développer des partenariats avec des industriels et des commerçants africains, comme on l'a déjà fait sur certains projets d'infrastructure. Et je pense que pour soutenir ces échanges commerciaux, ces partenariats commerciaux entre des entreprises françaises et des entreprises africaines, il faut continuer à dérisquer l'Afrique. Alors d'abord, le premier élément, bien entendu, c'est de continuer à améliorer et à poursuivre les efforts de gouvernance là où ça doit être fait. Et l'autre sujet, c'est, si Rémi m'entend, c'est la possibilité de mettre en place des mécanismes de garantie rapidement, de manière à garantir ces flux commerciaux. Mais vous savez, dans ce débat,
avec mes 24 000 collaborateurs africains et mon top management africain, je nous considère aussi comme un groupe africain. Et je voyage beaucoup, je voyage à peu près sur tous les continents. Et clairement, le continent avec lequel nous nous sentons le plus en proximité, c'est le continent africain. Et je pense qu'il y a là un terreau fertile pour développer des partenariats gagnants-gagnants et pour prospérer ensemble, bien entendu, dans l'intérêt bien compris de tous les partenaires. Comme Rémi Rioux nous a rejoint, je crois, il aura donc la chance d'avoir le mot de la fin avec 2 questions en une. Première question, Rémi, pour en revenir à la deuxième séquence sur comment fait-on pour organiser au mieux les plans de relance, pour atténuer l'impact de la crise Covid en Afrique, avec cette question qui revient systématiquement lorsqu'on s'adresse aux opérateurs du privé. Comment faut-il faire pour que l'argent public, que ce soit en provenance des gouvernements africains ou des bailleurs publics, irrigue l'économie réelle? Quels sont les bons couloirs entre la macroéconomie et la microéconomie? Première question. Deuxième question, on va conclure avec cette question sur la relation Afrique-France. Tout le monde se souvient du discours de Ouagadougou du président Macron en novembre 2017, qui constitue en quelque sorte une sorte de feuille de route de la relation Afrique-France, en tout cas la relation proposée par Paris, avec comme priorité le partenariat, la société civile, la jeunesse, la diaspora, le secteur privé. Une seule question, où en sommes-nous par rapport à ce discours de Ouaga, selon vous, selon le patron de l'AFD? Et qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour encore renforcer ce partenariat et notamment densifier les relations économiques entre acteurs du privé français et africains? 2 questions un peu larges, un peu ambitieuses, et vous avez 2 minutes 30 pour répondre, mais je plaisante. Vous avez, allez, on va dire 5 minutes. Décidément, je crois que nous avons un problème. Rémi? Bon, désolé. Il faut acheter Thomson. Ah, voilà. Merci. J'ai un soutien déjà en Afrique. Rémi, vous ne comprenez pas, hein? Rémi est déconnecté. Je pense que donc on va conclure ce live avec quelques problèmes techniques. Veuillez nous en excuser. Delphine, je vous passe la parole pour le mot de la fin. Merci Philippe. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette émission. Merci à nos intervenants pour ces échanges enrichissants et à Christelle et à Philippe pour l'animation. J'ai dit en introduction que nous étions en route pour le monde d'après et Rémi Rioux a très justement souligné que nous ne sommes pas sortis de la crise. Je suis allée un peu vite car je crois que nous avons tous très envie d'en sortir et nous serons ravis, puisque malheureusement nous n'avons pas assez entendu Rémi Rioux, de l'entendre à nouveau sur la Tribune Afrique. En tout cas, moi ce que je crois, c'est que nous devons nous projeter et approfondir les scénarios de sortie de crise. C'est pourquoi la Tribune Afrique organise le 30 juin prochain un forum 100% digital qui proposera débats, interviews et rencontres en one-to-one et que vous pourrez à nouveau donc voir sur notre site ainsi que sur nos réseaux sociaux. Nous aborderons le sujet de la dette africaine en présence du président Macky Sall, notamment. Nous parlerons également des défis et des perspectives du numérique en évoquant le sujet de la cybersécurité. Et enfin, nous débattrons de la question du financement des entreprises africaines à l'ère post-Covid. Le programme détaillé sera mis en ligne en début de semaine et donc je vous donne rendez-vous le 30 juin à 14h GMT et je vous remercie à nouveau. Merci à tous. Bonne soirée.